Je sais toujours quand Christophe est sur le point de faire une scène. Sa narine gauche frémit légèrement, comme s'il sentait une odeur désagréable. C'est un petit signal que j'ai remarqué pour la première fois quand il avait 10 ans et qu'il a cassé la montre de poche de son père. Aujourd'hui, 42 ans plus tard, j'observais le même tic alors qu'il me foudroyait du regard de l'autre côté de la table. Mes doigts se resserrèrent sur ma fourchette. Je savais que j'avais commis le péché impardonnable d'exprimer mon opinion au dîner. Peut-être que le nouveau bateau peut attendre que tu aies remboursé le crédit de ta voiture, avais-je dit de ma voix la plus douce, celle que j'utilisais pour les clients difficiles au service comptabilité d'Express Logis, où j'avais travaillé pendant 32 ans avant de prendre ma retraite. Élodie, que tout le monde appelait Hello, se tendit à côté de son mari, ses lèvres fines pincées en un trait. Elle avait toujours l'air d'avoir mangé quelque chose d'acide, surtout quand elle me regardait. « Maman », dit Christophe comme s'il s'adressait à une enfant. « On en a déjà parlé. Dans mon travail, il est important de maintenir une certaine image. Expert immobilier pour le service du cadastre. » À la façon dont Christophe le disait, on aurait cru qu'il siégeait à la cour de cassation. Je baissai les yeux sur mon assiette de saumon que j'avais cuisiné moi-même. Le poisson était sec. Je savais qu'Élodie le remarquerait. « Mamie, je peux avoir encore du jus ?» La voix de mon petit-fils Thibaut brisa la tension montante. Je lui souris, le seul dans cette maison qui semblait vraiment ravi de ma présence. « Bien sûr, Thibaut. »« Il s'appelle Thibaut, maman », corrigea immédiatement Christophe. « Nous en avons déjà discuté. » Je me levai pour remplir le verre de Thibaut, que j'avais eu le droit d'appeler Thibaut jusqu'à ce jour fatidique où Élodie décida que c'était un nom trop simple pour leur fils. Notre petite Capucine, qui venait d'avoir 7 ans, jeta sa fourchette par terre. « Je ne veux pas manger ce truc dégoûtant. »« Tu vois, même Capu n'arrive pas à le manger, » murmura Élodie en jetant un coup d'œil au saumon. Je me penchai silencieusement, ramassai la fourchette et la posai près de l'évier. Puis j'en sortis une propre du tiroir et la tendis à ma petite fille. « Si tu ne veux pas du poisson, ma chérie, tu peux manger juste les légumes, suggérai-je. »« Capucine peut manger ce qu'elle veut, » intervint Élodie. « Elle a bien déjeuné à l'école. » Je réprimai un soupir. 67 ans et je n'avais toujours pas appris à tenir ma langue. Je traversai la cuisine pour regagner ma place. Mais à peine assise, Christophe reposa son verre de vin avec un bruit sec. « Nous réservons le bateau Silverline ce samedi. » Il me regarda d'un air de défi, comme si je n'étais pas sa mère, mais une contribuable essayant de cacher une cave non déclarée. Je me calai lentement dans ma chaise. « Christophe, je suis juste inquiète. »« Inquiète de quoi ?» coupa-t-il. « De la façon dont nous dépensons notre argent. Tu ne sais rien de l'argent que je gagne. » Je sentis mes joues rougir de honte. Quand cela avait-il commencé? Quand mon fils avait-il commencé à me parler ainsi? C'était une glissade progressive, lente comme un glacier, mais tout aussi inexorable. Peut-être le jour où j'avais accepté d'emménager avec eux pour aider avec les enfants après la naissance de Capucine. Ou même avant, lorsque j'avais signé les papiers pour la maison, assise dans le petit bureau de l'agent immobilier, sachant que Christophe avait essuyé 3 refus de prêt immobilier et déterminé à préserver sa fierté en le laissant croire que la banque avait finalement accepté. Il y a 12 ans. 12 ans pendant lesquels il ignorait que sa mère était la véritable propriétaire de la maison dans laquelle il vivait. « Ces huîtres ont l'air délicieuses », avait dit le conseiller bancaire alors que Christophe, Élodie et moi célébrions l'approbation de son prêt dans un restaurant sur la côte. Christophe avait l'air si fier en commandant le champagne le plus cher, même s'il était encore endetté jusqu'au cou. « Ouais, je pense qu'ils ont enfin vu mon potentiel », avait-il dit au banquier, son partenaire de golf, qui n'avait aucune idée que les documents avaient déjà été réémis à mon nom et que la banque de Christophe n'était même pas impliquée dans la transaction. « Tu sais, quand tu obtiens enfin ce que tu mérites, c'est un sentiment spécial. » Tout ce que cela avait coûté, c'était presque toutes mes économies, accumulées au cours d'une vie passée penchée sur des grands livres comptables à traquer les centimes pour les entreprises des autres. Mais je l'avais fait avec joie. Après tout, n'est-ce pas à cela que servent les mères? Maman. La voix de Christophe me ramena au présent. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Je suis désolé, mon chéri. Je clignai des yeux. Qu'est-ce que tu disais? Il soupira avec une patience exagérée. Je disais que nous avons besoin de toi pour garder les enfants le week-end prochain. Élodie et moi avons un voyage d'affaires sur la côte. Un voyage d'affaires. Je savais ce que cela signifiait vraiment.
Lui et Élodie allaient dans une station balnéaire sur la Côte d'Azur où Christophe essayait d'impressionner des gens qu'il jugeait importants. Des gens qui, selon lui, pourraient l'aider à obtenir la promotion dont il parlait depuis 3 ans maintenant. Bien sûr, dis-je. Je serais heureuse de passer du temps avec Thibaut et Capucine. Maman, assure-toi que Thibaut fasse son projet de science, ajouta Élodie sans lever les yeux de son téléphone. La dernière fois que nous sommes rentrés, rien n'avait été fait parce que ton fils avait 39 de fièvre. J'avais envie de dire que c'était parce que j'avais passé 2 jours à lui appliquer des compresses froides sur le front et à le rassurer qu'il n'allait pas mourir pendant que vous ne répondiez pas à mes textos depuis la station balnéaire. Mais je ne le dis pas. À la place, j'hochai la tête et commençai à débarrasser les assiettes. Laisse-les, dit Élodie. La femme de ménage viendra demain. Ça ne me coûte rien de nettoyer, répliquai-je, sachant que si les assiettes restaient, l'odeur de saumon se répandrait dans toute la cuisine au matin. Maman, la voix de Christophe devint dure. Élodie a dit de les laisser. Je reposai les assiettes, me sentant comme une écolière réprimandée. Comme vous voudrez. Thibaut me regarda avec sympathie. Son âme de 10 ans semblait percevoir l'humiliation de ce petit échange. Je lui fis un clin d'œil, essayant de lui montrer que tout allait bien. Qui veut voir le nouveau spectacle ? Demanda Christophe en se levant de table. Papa a acheté un nouveau projecteur pour la terrasse. On peut se faire une séance en soirée. Un nouveau projecteur. Les mots sortirent avant que je puisse les retenir. Tu n'as pas acheté une télé le mois dernier ? Silence. Lourd, menaçant. Élodie me regarda, ses yeux bleus pâles plissés comme si elle avait repéré un cafard sur ses chaussures de créateur. Christophe voulait faire une surprise aux enfants, dit-elle doucement. Mais apparemment, certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de gâcher les choses. Je ne voulais pas, commençai-je. Si, tu le voulais, m'interrompit Christophe, la voix dangereusement calme. Tu fais toujours ça, maman. Tu essaies toujours de me faire sentir coupable de dépenser mon propre argent. Je pense juste que tu devrais peut-être faire plus attention avec. Avec quoi ? Il haussa la voix. Avec mes finances, avec ma maison, avec ma famille, mes enfants. Je regardais Thibaut et Capucine, qui nous observaient avec de grands yeux. Peut-être pas ici. Non. Christophe frappa la paume de sa main sur la table, faisant sursauter Capucine. Je veux qu'ils l'entendent aussi. Je veux qu'ils sachent que leur père travaille comme un forcené pour subvenir aux besoins de cette famille, pendant que leur grand-mère, qui vit ici gratuitement, compte constamment chaque centime que je dépense. Je ne compte pas. Si, tu comptes. Son visage devint rouge. Tu l'as toujours fait. N'achète pas ce jouet, Christophe. C'est trop cher. Ne va pas à cette université, Christophe. C'est trop cher. Ne contracte pas ce prêt, Christophe. C'est comme si tu avais passé toute ta vie à essayer de m'empêcher d'avoir quelque chose de bien. Ces mots me firent l'effet d'une gifle. Cela me coupa le souffle. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Le meilleur ? Il ricana. Tu n'as aucune idée de ce qu'est le meilleur. Tu as passé toute ta vie assise derrière des registres à compter l'argent des autres et maintenant tu essaies de me dire comment vivre ma vie. Je me levai, les genoux faibles. Je crois que je ferais mieux d'aller dans ma chambre. Oui, vas-y. La voix d'Élodie était douce comme du miel mais avec une pointe d'acier. On sait comme tu aimes te coucher tôt. Va-t'en, répéta Christophe, la voix tremblante de rage. C'est toujours ta réponse, n'est-ce pas ? Éviter la confrontation. Prétendre que le problème n'existe pas. Je fis un pas vers la porte, mais il me suivit. Tu sais quoi ? Peut-être que tu devrais juste partir pour de bon, lança-t-il. Christophe, Élodie parut surprise, mais pas particulièrement inquiète. Non, je suis sérieux. Il se tourna vers elle, puis de nouveau vers moi. J'en ai marre. Marre des regards constants et réprobateurs, de l'agressivité passive, de toi qui me fais sentir comme un enfant dans ma propre maison. Ma propre maison. Ces mots firent basculer quelque chose en moi. Je connaissais une vérité qu'il ignorait. Mais la dire maintenant, au milieu d'une dispute, cela ruinerait tout. Tu as raison, dis-je doucement. Il est peut-être temps pour moi de partir. Il cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Mais sa colère revint avec une vigueur renouvelée. Oui, tu n'es personne ici. Tu penses avoir ton mot à dire sur la façon dont nous vivons, mais ce n'est pas le cas. Sors de ma maison. Tu n'es personne ici maintenant. Ces mots résonnèrent dans la cuisine. Capucine se mit à pleurer.
Thibaut restait figé, les yeux écarquillés. Élodie posa la main sur l'épaule de sa fille, mais ne dit rien. Personne. Le mot me brûla comme de l'acide après tout ce que j'avais fait. Après tous les sacrifices. Je pris une profonde inspiration et redressai les épaules. Il était temps de faire face à la vérité que j'avais si longtemps niée. Mon fils n'était plus le garçon à qui je lisais des histoires avant de dormir, et dont j'embrassais le genou écorché pour le guérir. C'était un étranger qui me regardait avec mépris. D'accord, Christophe, dis-je, surprise de mon propre calme. Je vais partir. Il cligna des yeux à nouveau, comme s'il ne s'attendait pas à ce que j'accepte si facilement. Au fil des ans, il s'était habitué à ce que je cède, que j'arrange les choses, que je pardonne. Mais cette fois, c'était différent. Quelque chose en moi s'était brisé, ou peut-être avait-il enfin guéri. Thibaut, Capu, je me tournai vers mes petits-enfants, utilisant les surnoms qui agaçaient tant leurs parents. Mamie vous aime très fort. Ne l'oubliez jamais. Thibaut sauta de sa chaise et me serra dans ses bras. Je le pressai contre moi, inhalant l'odeur de son shampoing et ce parfum spécial que lui seul avait. Ne pars pas, mamie, murmura-t-il. Parfois, il faut partir pour se retrouver, répondis-je doucement. Tout ira bien. Je m'écartai et regardai Capucine, qui se cachait derrière sa mère. Je t'aime aussi, Capu. Sois sage. Puis je me retournai et allai dans ma chambre, une petite pièce au fond de la maison qu'Élodie appelait la chambre d'amis, même si j'y vivais depuis 5 ans. Je ne perdis pas de temps à pleurer ou à regretter. Au lieu de cela, je rassemblai méthodiquement mes affaires, vêtements, photographies, quelques livres et papiers personnels. Je les emballai dans 2 valises et une boîte. Quand je retournai dans le salon, Christophe était assis sur le canapé, fixant son téléphone comme si de rien n'était. Élodie était en train de coucher les enfants. J'ai appelé un taxi, dis-je. Il sera là dans 15 minutes. Christophe leva les yeux et pendant un instant, je vis quelque chose dans son regard. Pas du remords, mais peut-être la surprise que je parte vraiment. Où vas-tu aller ? Demanda-t-il sans bouger de sa place. J'ai un endroit, répondis-je. Un autre secret que j'avais gardé. Le petit appartement que j'avais loué toutes ces années, le gardant comme une solution de secours. C'est comme si une partie de moi avait toujours su que ce jour viendrait. Tu n'as pas besoin de faire de drame. Son ton devint condescendant. Reste jusqu'à demain. Trouve un endroit normal. Non, merci. Je secouai la tête. Je pense que tu as raison. Je devrais y aller. Nous restâmes dans un silence gêné jusqu'à ce que nous entendions le bruit d'une voiture s'arrêter. C'est mon taxi. Je pris mes valises. Tu as besoin d'aide ? Demanda-t-il à contre-cœur, sans se lever du canapé. Non, je peux me débrouiller, répondis-je, bien que les valises fussent lourdes pour mes bras de 67 ans. Au revoir, Christophe. Je franchis la porte d'entrée sans me retourner. Le chauffeur de taxi m'aida avec mes bagages, et bientôt nous traversions les rues de Villeneuve, passant devant des maisons soignées avec des pelouses tondues et des garages pour 2 voitures. Au coin de la rue, je m'autorisai une seule larme, non pas de chagrin, mais de soulagement. Pendant 12 ans, j'avais vécu un mensonge, prétendant que la maison était à Christophe, maintenant l'illusion de son succès. Maintenant, ce mensonge, comme tant d'autres, serait derrière moi. Il y aurait un temps pour la vérité. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je partirai simplement avec une digne discrétion, n'emportant que ce qui m'appartenait. Et dans un mois, tout changerait. Les clés de l'appartement au 38 avenue Bellevue étaient dans la poche de mon manteau depuis 5 ans. Je les touchais chaque jour comme un talisman, un rappel que j'avais toujours une issue de secours. Maintenant, debout devant la familière porte verte, je les utilisais pour la première fois dans leur but prévu. L'appartement m'accueillit avec une odeur de nettoyant au citron et de légère poussière. Les derniers locataires, un jeune couple de médecins, avaient déménagé il y a 3 semaines, et j'avais déjà fait un grand nettoyage, sans savoir pourquoi. Maintenant, je savais. Mes pas résonnaient dans le salon vide. Le mobilier était minimaliste. Un canapé que j'avais acheté en solde il y a 10 ans, une table basse, une lampe, des étagères pour les livres. Tout était pratique, rien de superflu, tout comme ma vie entière. Je posai les valises par terre et m'approchai de la fenêtre. Elle donnait sur un petit parc avec un banc solitaire et 3 érables. Rien de spectaculaire, mais c'était mon espace, juste à moi. Mon téléphone portable sonna dans mon sac. Un message de Thibaut. Mamie, ça va ? Tu me manques.
Mes doigts planèrent au-dessus de l'écran. Que pouvais-je dire à un garçon de 10 ans? Que son père m'avait brisé le cœur. Que j'avais gardé des secrets pendant tant d'années qu'ils étaient devenus plus lourds que des rochers. Je vais bien, mon chéri. Mamie a son propre appartement maintenant. Tu pourras peut-être venir me voir quand je serai installée. J'envoyai le message, doutant que Christophe ou Élodie le permettent un jour. Mais mentir pour sauver les apparences, c'est ce que les mères font de mieux. Cette nuit-là, je dormis sur le canapé, enveloppé dans un vieux plaid que j'avais pris de la maison de Christophe. J'avais pensé à cette maison comme étant celle de Christophe pendant si longtemps que j'en avais presque oublié la vérité. Presque. Le matin, la première chose que je fis fut d'ouvrir mon vieux carnet à la couverture en cuir usé. À la page C, il y avait une seule entrée, Maître Antoine Chevalier, avocat, avec un numéro de téléphone que je n'avais pas composé depuis 12 ans. Cabinet de Maître Chevalier. Comment puis-je vous aider? Il y avait une voix de femme au bout du fil. Bonjour. Je m'appelle Héloïse Blanchard. Je dois prendre rendez-vous avec Maître Chevalier concernant un titre de propriété. Bien sûr, Madame Blanchard. Maître Chevalier pourra vous recevoir vendredi matin à 10 heures. Cela vous conviendrait-il? Oui, merci. Vendredi, c'était dans 2 jours. 2 jours pour décider si j'étais prête à faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je passais ces jours à organiser mon appartement. J'achetais des provisions, du linge de maison, quelques plantes, ces petites choses qui font d'un espace un foyer. Personne n'appela, sauf Thibaut, qui envoyait de courts messages quand, selon ses mots, papa et maman ne voyaient pas. Pas un mot de Christophe. Je n'étais pas surprise. Mon fils a toujours été un maître pour éviter les situations inconfortables. Jeudi soir, Sylvie appela. Où étais-tu passé? Sa voix semblait inquiète. J'ai appelé chez toi, mais qu'Élodie a dit que tu avais décidé de vivre seule. Qu'est-ce qui se passe? Sylvie Martin était une amie depuis que nous travaillions ensemble au service comptabilité d'Express Logis. C'était la seule personne qui connaissait la plupart de mes secrets, mais pas tous. Tu peux venir, demandai-je. J'ai besoin de conseils. 1 heure plus tard, nous étions assises à ma table de cuisine, sirotant du thé dans les vieilles tasses en porcelaine que j'avais emportées. Alors, il t'a mise à la porte. Sylvie secoua la tête, ses boucles grises rebondissant au rythme de ses mouvements. Après tout ce que tu as fait pour lui. Il ne sait pas ce que j'ai fait, répondis-je doucement. C'est ça le problème. Je n'avais jamais parlé à Sylvie de la véritable propriété de la maison de Christophe. C'était un secret que je gardais trop près de mon cœur. Elle couvrit ma main de la sienne. Combien de temps encore vas-tu le laisser te traiter comme ça? Il n'y avait aucun jugement dans sa question, seulement une réelle préoccupation. Et pourtant, je ressentis une pointe de honte. Tu ne comprends pas. Si, je comprends, m'interrompit-elle. Je vois ça depuis des années. Christophe ne t'appelle que quand il a besoin de quelque chose. De l'argent, du babysitting, un soutien moral. Et quand tu as besoin de lui? Où était-il quand tu t'es fait opérer du genou il y a 3 ans? Il était occupé au travail. Le défendis-je automatiquement. Il était à un tournoi de golf, me rappela Sylvie. C'est moi qui suis venue te chercher à l'hôpital. Tu te souviens? Pendant que ton fils jouait au golf avec les patrons. Je restais silencieuse, fixant le thé dans ma tasse. Sylvie avait raison. Elle avait toujours raison. Tu te souviens de Noël il y a 2 ans, continua-t-elle. Quand tu as offert à Capucine cette poupée chère qu'elle voulait et qu'Élodie a dit à tout le monde qu'elle et Christophe l'avaient achetée. Élodie voulait juste que Capu pense que ses parents font les meilleurs cadeaux et que sa grand-mère n'est pas aussi importante, termina Sylvie pour moi. Et puis ils t'ont demandé de leur prêter de l'argent pour un voyage en Espagne 1 mois plus tard. Je soupirai. Chaque épisode que Sylvie mentionnait était soigneusement rangé dans ma mémoire comme de vieilles factures que je ne voulais pas revoir. 20 000 euros, dis-je doucement. Ils m'ont demandé 20 000 euros pour un acompte sur une nouvelle voiture l'année dernière. Je leur ai donné l'argent et Christophe a acheté un modèle sport au lieu de la voiture familiale dont nous avions parlé. Sylvie haussa les sourcils. Et tu le défends encore? C'est mon fils. C'est un homme adulte qui devrait être responsable de ses actes. Sylvie sirota son thé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je me levai et m'approchai de la fenêtre. Il y avait un couple de personnes âgées assis sur un banc du parc, se tenant la main. Je les observai 1 seconde, puis me tournai vers Sylvie. Je vois un avocat demain.
Ses yeux s'écarquillèrent. Tu vas enfin lui parler de la maison. Mon silence fut la réponse. Héloïse, Sylvie secoua la tête. Tu aurais dû faire ça il y a des années. Je sais. Je retournai à la table. Mais j'ai toujours pensé que s'il l'apprenait, cela ruinerait notre relation. Quelle relation? Demanda amèrement Sylvie. Celle où tu sacrifies tout et où il prend tout pour acquis. Ces mots touchèrent trop près de mon cœur. Je me détournai, cachant les larmes soudaines. Je suis désolée, sa voix s'adoucit. Je ne voulais pas être cruelle. C'est juste que je déteste le voir te traiter comme ça. Parfois, je me demande où je me suis trompée, admis-je. Ce que j'ai fait de mal en l'élevant. Tu n'as rien fait de mal, dit fermement Sylvie. Tu l'as élevé seul après la mort d'Alain. Tu as fait de ton mieux. Alain, mon mari, décédé d'une crise cardiaque quand Christophe n'avait que 15 ans. Parfois, je me demandais si Christophe aurait été une personne différente si son père avait été là plus longtemps. Peut-être que je l'ai trop gâté, dis-je, en essayant de compenser l'absence de son père. Tu as été une bonne mère, Héloïse. Sylvie me serra la main. Et tu le es toujours. Mais être une bonne mère ne signifie pas laisser ton enfant te faire du mal. Nous restâmes en silence tandis que notre thé refroidissait. Tu sais ce qui est le plus triste, dis-je finalement. Mes petits-enfants me manquent. Thibaut est un garçon si sensible. Et même Capucine, sous tout ce gâchis, il y a quelque chose de spécial en elle. On te prive de la compagnie de tes petits-enfants, demanda Sylvie, indignée. Non, pas vraiment. Je secouai la tête. C'est juste que, je ne sais pas comment les choses seront après ce qui s'est passé. Après ce qui va se passer. Sylvie me serra fort dans ses bras avant de partir. Tu mérites mieux que ça, Héloïse. Souviens-toi de ça quand tu iras chez l'avocat. Je restai éveillée une grande partie de la nuit, passant en revue des souvenirs dans mon esprit comme de vieilles photographies. Christophe a 8 ans, montrant fièrement son premier vin en maths. À 16 ans, maladroit et maussade après. La mort de son père, mais ayant toujours besoin de moi, même s'il ne l'admettrait pas. Christophe a 22 ans, diplômé d'université, certain que le monde lui appartenait. Christophe a 30 ans, avec Thibaut nouveau-né dans ses bras, redevenant pour un instant le garçon que j'avais connu. Quand avait-il changé? Ou peut-être avait-il toujours été ainsi, et je ne voulais tout simplement pas le voir. Le matin, je portais mon meilleur tailleur, un bleu foncé avec une broche en perles au revers. J'avais coiffé mes cheveux plus nettement que d'habitude. En me regardant dans le miroir, je crus voir Héloïse Blanchard, celle qui avait passé 30 ans à vérifier des livres de comptes sans jamais manquer une seule erreur. Méthodique, rigoureuse, implacable. Le bureau de maître Antoine Chevalier se trouvait dans un vieil immeuble en briques du centre-ville de Villeneuve. La réceptionniste, la même femme qui m'avait parlé au téléphone, me fit entrer dans un bureau qui sentait le cuir et les vieux livres. Antoine Chevalier avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu, mais sa poignée de main restait ferme. Madame Blanchard. Il m'indiqua le fauteuil en face de son bureau. C'est un plaisir de vous revoir, bien que je suppose que les circonstances ne soient pas des plus joyeuses. Je le crains. Je m'assis, lissant ma jupe sur mes genoux. Que puis-je faire pour vous? Je sortis un dossier de mon sac, tout organisé avec des intercalaires colorés. Il y a 12 ans, vous m'avez aidé à acheter une maison pour mon fils. Commencez-je. Une maison au 32 rue des Chênes. Oui, je me souviens de cette affaire. Il hocha la tête. C'était une situation inhabituelle. Vous avez acheté la propriété à votre nom, mais vous avez laissé votre fils penser qu'il en était le propriétaire. C'est exact, acquiesçai-je. Maintenant, il est temps de clarifier les choses. Antoine inclina légèrement la tête. Puis-je vous demander ce qui a changé? Je pris une profonde inspiration. Mon fils m'a mise à la porte de la maison. Je m'attendais à de la surprise, mais Antoine se contenta de hocher la tête comme s'il avait entendu des histoires similaires des milliers de fois. Peut-être que c'était le cas. Je vois. Et vous souhaitez faire valoir vos droits sur la propriété? Oui. J'ouvris le dossier. Tout est là. L'acte de vente, les déclarations de revenus, les factures de services publics, l'assurance. J'ai tout payé au fil des ans. Antoine parcourut les documents, hochant la tête de temps en temps. Tout est en parfait état, Madame Blanchard. Légalement, la maison vous appartient. Elle l'a toujours été. Votre fils n'a aucun droit dessus,
autres que ceux que vous lui avez accordés. Et sa famille, demandai-je. Il a une femme et 2 enfants. Cela ne change rien à votre propriété, expliqua Antoine. Bien qu'il y ait bien sûr des considérations éthiques à expulser une famille avec des enfants, mais légalement, la maison est à vous, et vous pouvez en disposer comme bon vous semble. J'acquiesçai, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Quel est votre conseil? Antoine se pencha en arrière dans son fauteuil, croisant les bras sur son ventre. Cela dépend de ce que vous voulez obtenir, Madame Blanchard. Voulez-vous récupérer la maison, la vendre, ou simplement fixer des limites? C'était une bonne question. Que voulais-je? J'y avais beaucoup pensé ces derniers jours, mais je n'étais toujours pas sûre. Je veux que mon fils comprenne la valeur de ce qu'il a, dis-je finalement. Et je veux être traité avec respect. Antoine hocha la tête avec compréhension. Dans ce cas, nous avons plusieurs options. Nous pouvons préparer une notification de votre propriété, et inviter votre fils à conclure un bail formel. Ou nous pouvons être plus directs et exiger des arriérés de loyer pour toutes les années où il a vécu dans la maison sans payer de loyer. Des arriérés de loyer. Cela ne m'était jamais venu à l'esprit. Oui. Antoine prit une calculatrice. Au prix actuel du marché, le loyer pour une maison comme celle-ci à Villeneuve est d'environ 1800 € par mois. Sur 12 ans, cela représente. Il appuya sur quelques boutons. Environ 259 200 €. Bien sûr, nous pourrions demander un montant inférieur étant donné la relation familiale. Je retins mon souffle. 259 200 €? La somme semblait irréelle. Je ne pense pas que Christophe puisse payer autant, dis-je. Probablement pas, convint Antoine. Mais cela nous donne une bonne position de négociation. Nous pouvons offrir une alternative. Soit il commence à payer un loyer raisonnable, soit il cherche un autre endroit où vivre. Je réfléchis un instant. Cela semblait juste. Après tout ce que j'avais toujours voulu, c'était l'équité. Il y a un autre point à considérer, continua Antoine. Au fil des ans, votre fils a peut-être contracté des prêts en utilisant la maison comme garantie, pensant qu'elle lui appartenait. Si c'est le cas, cela pourrait créer d'autres complications juridiques. J'eus l'impression d'avoir été éclaboussé d'eau froide. Christophe et ses constantes entreprises financières. Bien sûr, il aurait pu le faire. Comment pouvons-nous le vérifier? Je peux demander des informations au service de la publicité foncière, répondit Antoine. C'est une procédure standard. Il prit une note dans son carnet. Que voulez-vous faire ensuite, Madame Blanchard? Je regardai les papiers sur la table. 12 ans de silence, 12 ans à laisser Christophe penser qu'il avait tout pour lui. Préparer tous les documents nécessaires, dis-je fermement. Je veux que mon titre de propriété soit officiellement confirmé, et je veux qu'un bail soit rédigé avec un loyer raisonnable. Antoine hocha la tête. Et concernant les arriérés? Je réfléchis un instant. Incluez-les dans les documents, mais comme une option. Je ne suis pas sûr d'insister là-dessus. D'accord. Antoine prit une autre note. J'aurai tout préparé d'ici une semaine. En attendant, Madame Blanchard, je vous conseillerais de ne pas communiquer avec votre fils à ce sujet. Laissez la première notification venir de moi, officiellement. J'acquiesçai, me sentant étrangement soulagé de mettre ce lourd fardeau entre les mains de quelqu'un d'autre. En quittant le bureau d'Antoine Chevalier, j'eus l'impression d'avoir laissé tomber le sac à dos que j'avais porté toute ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, je marchais le dos droit, sans le poids habituel sur mes épaules. Mon téléphone sonna alors que je montais dans le taxi. Le numéro de Christophe. Je fixai l'écran jusqu'à ce que la sonnerie cesse. Une seconde plus tard, un message arriva. Maman, on doit parler des enfants. Appelle-moi. Pas de comment vas-tu? Pas de je suis désolé. Pas de j'ai eu tort. Juste une autre demande, un autre besoin. Je rangeai mon téléphone dans mon sac sans répondre. Où allons-nous? Demanda le chauffeur de taxi. Au parc central, s'il vous plaît, répondis-je. Je n'étais pas sorti depuis longtemps. Je passais toute la journée à me promener dans le parc, regardant des fleurs et des arbres que je n'avais jamais remarqués auparavant. Je m'achetais une glace, une petite gâterie que je ne m'autorisais habituellement pas, et la mangeais assise sur un banc au bord de l'étang. Quand je rentrais à mon appartement, je trouvais 3 appels manqués de Christophe et un message de Thibaut. Papa est en colère que tu ne répondes pas. Je peux venir te voir?
Je lui envoyai un texto. Bientôt, mon chéri. Pour l'instant, papa et maman ont besoin de temps pour réfléchir. Ce soir-là, Sylvie appela. Comment ça s'est passé avec l'avocat? Bien, répondis-je. Il prépare les papiers. Christophe connaîtra bientôt la vérité. Et comment te sens-tu? J'y réfléchis un instant. Tu sais, étrangement, je me sens libre. Comme si je pouvais enfin respirer. C'est comme ça que ça devrait être. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Tu as vécu pour les autres pendant trop longtemps, Héloïse. Il est temps de vivre pour toi. Après la conversation, je m'assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes et un stylo. La comptable en moi a toujours aimé les listes et l'ordre. Je commençais à écrire ce que je voulais faire pour moi-même. 1. Voyager. Paris, Rome. 2. Apprendre quelque chose de nouveau. La photographie. 3. Adopter un chien, un petit, calme. 4. Lire tous les livres que j'ai repoussés pendant des années. 5. Trouver un moyen de voir mes petits-enfants indépendamment de Christophe. En regardant la liste, je ressentis une vague d'excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. À 67 ans, la vie ne se terminait pas. Elle ne faisait que commencer. Les 3 semaines suivantes passèrent dans une routine agréable. J'aménageai l'appartement à mon goût, fis de nouvelles connaissances parmi les voisins et m'inscrivis à la bibliothèque municipale. Christophe continuait d'appeler, d'abord avec insistance, puis de moins en moins fréquemment. Je répondais brièvement et de manière factuelle, sans jamais mentionner la maison. Thibaut m'envoyait des messages réguliers sur son école, ses amis, le nouveau modèle d'avion qu'il construisait. La 4e semaine, je reçus un appel d'Antoine Chevalier. Madame Blanchard, les documents sont prêts. J'aimerais que vous veniez les signer. Bien sûr, répondis-je. Je serai là demain matin. Il y a autre chose, dit-il, une note d'inquiétude dans la voix. J'ai vérifié le service de la publicité foncière comme nous en avions discuté. Je crains que la situation ne soit plus compliquée que nous ne le pensions. Que voulez-vous dire? Votre fils a en effet contracté plusieurs prêts en utilisant la maison comme garantie. Sans votre connaissance ni votre consentement, ce qui est bien sûr illégal étant donné qu'il n'est pas le propriétaire. Mais il y a un problème plus grave. La maison a fait l'objet d'une saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire. Une saisie. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Quel genre de procédure? Cela concerne le non-paiement de plusieurs prêts et peut-être une fraude financière dont votre fils est soupçonné. Je n'ai pas encore les détails, mais c'est une affaire sérieuse. Je m'affaissai dans ma chaise, sentant mes genoux faiblir. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Pour la maison? Pour vous personnellement, rien, puisque vous n'étiez pas impliqué dans ces transactions. Pour la maison, cela dépend si nous pouvons prouver que votre fils a agi sans votre consentement en utilisant une propriété qui ne lui appartient pas. Je suis sûr que nous pouvons le faire. Nous avons toute la documentation nécessaire. Je fermai les yeux, essayant de comprendre l'information. Christophe et ses entreprises financières. J'avais toujours su que cela mènerait à des problèmes un jour, mais je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave. Que dois-je faire maintenant? Revenez demain comme nous l'avions convenu, dit Antoine. Nous signerons les papiers et établirons une stratégie sur la façon de procéder. Ne vous inquiétez pas, Madame Blanchard. La loi est de votre côté. Après l'appel, je restai assise longtemps, immobile, regardant par la fenêtre les érables du parc. Leurs feuilles commençaient à jaunir, un rappel que tout change. Tout se transforme, y compris moi. Cette nuit-là, je pris une décision. Je ne sauverai plus Christophe des conséquences de ses actes. Je ne sacrifierai pas mon bien-être pour son confort. Pendant trop longtemps, je l'avais laissé m'utiliser, me prendre pour acquise, ne pas apprécier tout ce que je faisais. Plus maintenant. Il était temps pour Héloïse Blanchard de se défendre. Le lendemain matin, je signai tous les documents dans le bureau d'Antoine Chevalier. Un avis officiel de ma propriété de la maison, une demande de perception d'arriéré de loyer sur 12 ans, des documents prouvant que Christophe avait agi à mon insu et sans mon consentement en utilisant la maison comme garantie. Quand le saura-t-il? Demandai-je en apposant la dernière signature. La notification sera livrée demain, répondit Antoine. Soyez prête à recevoir un appel de sa part juste après. Je hochai la tête, me sentant étrangement calme, le calme de quelqu'un qui avait finalement décidé d'agir plutôt que de réagir. Je serai prête.
Jeudi matin commença par un appel inattendu. Je ne reconnus pas le numéro, mais je répondis. Une vieille habitude développée après des années de travail en comptabilité où chaque appel pouvait être important. Madame Blanchard. La voix à l'autre bout du fil était féminine, formelle. Je m'appelle Priscilla Gaine. Je suis la secrétaire du principal du collège Jean Moulin. Nous avons un petit problème avec Thibaut. Mon cœur se serra. Y a-t-il un problème? Est-ce qu'il va bien? Physiquement, il va bien, s'empressa de me rassurer Priscilla. Mais ce matin, il est arrivé à l'école bouleversé. Il a fondu en larmes pendant un cours. Quand la conseillère d'orientation lui a parlé, Thibaut a dit qu'il voulait vous voir. Nous avons appelé ses parents, mais nous n'avons pas réussi à les joindre. Je cherchais déjà les clés de l'appartement. J'arrive dans 20 minutes. 30 minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau de la conseillère d'orientation, tenant la main d'un Thibaut en larmes. Son visage couvert de taches de rousseur était pâle et enflé de pleurs. « Mamie, ils se disputent tout le temps », murmura-t-il lorsque la conseillère sortit pour nous laisser quelques minutes seuls. Papa crie sur maman. Maman crie sur papa. Hier soir, elle lui a jeté un vase. Je lui caressai la tête, sentant mon cœur se serrer. Pourquoi se disputent-ils, Thibaut? Ses yeux bleus se remplirent de nouvelles larmes. C'est à cause de l'argent. C'est toujours à cause de l'argent. Papa dit que nous sommes ruinés et maman dit que c'est de sa faute. Il renifla. Et puis des gens appellent à la maison et papa leur crie dessus. Il dit qu'ils sont après lui. Et puis la lettre est arrivée hier et là, ça a été vraiment terrible. Je sortis un mouchoir de mon sac et lui essuyai les joues. Je suis désolée, mon chéri. Les adultes peuvent être stupides parfois. Je veux vivre avec toi, dit-il soudainement, serrant ma main plus fort. Je peux vivre avec toi. Ces mots me brisèrent le cœur. Comment pouvais-je expliquer la complexité de la situation à un garçon de 10 ans? Ce n'est pas facile en ce moment, Thibaut, mais je te promets que je serai toujours là pour toi quand tu auras besoin de moi. Je l'embrassai sur le front. Maintenant, allons te nettoyer et te ramener en classe. Les études sont très importantes. Après m'être assuré que Thibaut s'était calmé et était retourné en classe, j'appelai Sylvie. As-tu entendu quelque chose à propos de Christophe? Demandai-je lorsque nous nous retrouvâmes au café en face de l'école. Sylvie pinça les lèvres. Seulement des rumeurs. Martine du club de jardinage habite à 2 maisons de chez eux. Elle dit avoir vu des gens en costume avec des mallettes venir la semaine dernière. Et son mari, Harvey, jouait au golf avec Philippe Donnelly. Tu te souviens de Philippe? Il travaille au fisc avec Christophe. Sylvie, l'interrompis-je, sachant comment elle aimait étirer les histoires. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle se pencha plus près, baissant la voix. On dit que Christophe a été suspendu. Une sorte d'enquête interne. Quelque chose à voir avec des expertises immobilières. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Une enquête. Tu penses qu'il a? Je ne pense rien, dit rapidement Sylvie. C'est juste une rumeur. Mais tu sais, Christophe, il a toujours été un peu ambitieux. Ambitieux. Une façon douce de dire que mon fils a toujours cherché à obtenir plus qu'il ne méritait et plus vite qu'il ne l'avait gagné. Après ma rencontre avec Sylvie, je décidai de me promener dans le centre-ville de Villeneuve, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. En passant devant le concessionnaire automobile Prestige Motor, je vis une silhouette familière. Christophe était debout à côté de sa voiture de sport, parlant fort au directeur du salon. Même à 50 mètres de distance, il était évident que la conversation n'était pas agréable. Christophe agitait les mains, le visage rouge, et le directeur secouait la tête avec une expression implacable. Je traversai rapidement de l'autre côté de la rue, ne voulant pas que Christophe me remarque. Mais du coin de l'œil, je le vis frapper du poing le capot de sa voiture de rage, puis y monter et démarrer en trombe, les pneus crissant. Essayant de vendre la voiture ou négociant un report de paiement. Quoi qu'il en soit, cela n'augurait rien de bon. Ce soir-là, je reçus un étrange texto d'Élodie. Thibaut peut dormir chez toi ce week-end. Pas de s'il te plaît, pas de si ça ne te dérange pas trop, même pas un bonjour. Juste une exigence déguisée en question. Typique d'Élodie. Mais cette fois, derrière sa brusquerie, je sentis le désespoir. Bien sûr, répondis-je. Je peux le récupérer à l'école vendredi. Et Capucine? Elle ira chez ma mère. Donc, on éloignait les enfants de la maison.
La situation empirait clairement. Vendredi après-midi, j'attendais à la porte de l'école quand la cloche sonna. Thibaut sortit le premier en courant, son visage s'illuminant en me voyant. Il était suivi par l'enseignante avec une expression préoccupée. « Madame Blanchard, puis-je vous voir un instant ?» J'envoyai Thibaut attendre sur le banc et m'approcher de l'enseignante. « Je suis mademoiselle Pratt, la professeure principale de Thibaut », dit-elle en me tendant la main. « Je suis un peu inquiète. Ses notes ont chuté de façon spectaculaire ces 2 dernières semaines, et il ne fait pas ses devoirs. Ce n'est pas son genre. C'est une situation difficile à la maison en ce moment, dis-je doucement. J'essaierai de travailler avec lui sur ses devoirs ce week-end. Une dernière chose, ajouta mademoiselle Pratt. Le paiement pour la sortie scolaire et les repas à la cantine n'a pas été effectué cette semaine. J'ai essayé de contacter les parents de Thibaut, mais sans succès. Je sentis que je rougissais de honte pour mon fils. De combien avez-vous besoin ? Elle me nomma le montant et je fis immédiatement un chèque, ressentant un mélange de colère envers Christophe et de pitié pour Thibaut. Le garçon ne devrait pas avoir à souffrir de l'irresponsabilité de ses parents. Le week-end avec Thibaut fut à la fois joyeux et troublant. Je lui préparai ses plats préférés, l'aidai avec ses devoirs, et nous allâmes même au cinéma. Mais derrière sa gaieté apparente, je pouvais voir l'anxiété. Alors que nous étions assis à la table de la cuisine le dimanche soir, coloriant son nouveau modèle d'avion, il demanda soudain « Mamie, est-ce qu'on va perdre notre maison ?» La question me prit au dépourvu. « Qu'est-ce qui te fait penser ça, Thibaut ?» Il baissa son pinceau, regardant ses mains. J'ai entendu papa dire à maman qu'on pourrait perdre la maison. Et puis maman a pleuré et a crié que c'était à cause de ses investissements stupides. Il me regarda avec un sérieux qui n'était pas de son âge. Qu'est-ce qu'un investissement ? Je pris une profonde inspiration, cherchant mes mots. Les investissements, c'est quand les gens placent de l'argent en espérant en obtenir plus à l'avenir. Mais parfois, ils perdent ce qu'ils ont investi. Comme un jeu de hasard, demanda-t-il, trop perspicace pour ses 10 ans. Parfois, c'est très similaire, admis-je, surtout si la personne n'est pas très prudente. Papa parlait d'une action qui devait monter, mais qui a baissé à la place. Thibaut fronça les sourcils. Aussi d'une start-up qui a fait faillite, et de la crypto-monnaie. Je réprimai un soupir. Christophe était toujours à la recherche de moyens rapides de s'enrichir, refusant de croire que la vraie richesse se construisait lentement, brique par brique. Aussi impatient qu'il était enfant, quand il ne pouvait pas attendre que la colle de ses modèles d'avions sèche et qu'il s'effondrait entre ses mains. « Ne t'inquiète pas pour la maison, Thibaut, dis-je, bien qu'intérieurement, je me contractais d'inquiétude. Les adultes s'occuperont de ces problèmes. » Il hocha la tête, mais je pouvais voir que mes paroles ne le convainquaient pas. Lundi matin, quand j'amenai Thibaut à l'école, il me serra fort dans ses bras, ne voulant pas me lâcher. « Je ne veux pas rentrer à la maison après l'école, » murmura-t-il. « Je peux revenir chez toi ? » « Tu dois être avec tes parents, Thibaut, » dis-je doucement. « Mais tu peux toujours m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. » Plus tard dans la journée, je croisai Élodie au supermarché. Elle avait l'air épuisée, avec des cernes sous les yeux et les cheveux ternes. Quand elle m'aperçut, elle essaya de s'esquiver dans une autre allée, mais je l'interceptai. « Élodie, attends. Comment vas-tu ? Thibaut est très inquiet. » Elle pinça les lèvres, mais sa froideur habituelle était minée par des signes évidents de stress. « Ça va, ce sont juste des difficultés temporaires. Si vous avez besoin d'aide. »« Nous n'avons pas besoin de ton aide, » coupa-t-elle. Mais ses épaules s'affaissèrent. « Christophe va arranger ça. Il le fait toujours. » Il n'y avait aucune confiance dans sa voix, seulement l'espoir las d'une femme qui avait cru trop longtemps à des promesses vides. « Que s'est-il passé à son travail ? » demandai-je prudemment. Élodie tressaillit comme si elle avait reçu un coup. « Rien, juste un malentendu. Ils le réintégreront dès qu'ils auront éclairci la situation. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois y aller. » Elle partit rapidement, me laissant avec un panier plein de questions et d'inquiétudes. Le lendemain, je reçus un visiteur inattendu. Vincent Garnier, un ami de longue date de la famille et avocat qui avait aidé à la succession d'Alain après sa mort, sonna à la porte de mon appartement. « Et, non officiel, commença-t-il alors que nous nous asseyions, en tant qu'ami de la famille. Le fait est que j'ai entendu parler des problèmes de Christophe. » « Quel problème ? demandai-je, bien que j'ai déjà une idée approximative de la réponse. Vincent soupira.
passant une main dans ses cheveux clairsemés. Il fait l'objet d'une enquête, Héloïse. Le bureau du procureur enquête sur lui pour fraude à l'expertise immobilière. On le soupçonne d'avoir sous-évalué certains clients en échange de compensation. Je fermais les yeux. Des pots de vin. Mon fils avait accepté des pots de vin. C'est grave. Assez grave, dit doucement mais directement Vincent. Si les accusations tiennent, il pourrait faire face non seulement à la perte de son emploi, mais aussi à des poursuites pénales, peut-être même à une peine de prison. Oh mon Dieu, soufflai-je. Et ses finances? Un désastre, à première vue. Vincent secoua la tête. Dette de carte de crédit, facture impayée, retard de paiement d'hypothèque. Hypothèque? Demandai-je, sentant mon estomac se nouer. Christophe ne pouvait pas avoir d'hypothèque sur une maison qu'il ne possédait pas. À moins que... Oui. Vincent hocha la tête. J'ai cru comprendre qu'il a réhypothéqué la maison plusieurs fois au fil des ans. D'abord pour des réparations, puis pour un investissement, puis simplement pour rembourser d'autres dettes. Il a utilisé la maison comme garantie. Ma maison. Sans ma connaissance ni mon consentement. Vincent, dis-je, en essayant de rester calme. La maison au 32 rue des Chênes, elle n'appartient pas à Christophe. Vincent fronça les sourcils. Que veux-tu dire? J'ai acheté cette maison il y a 12 ans, à mon nom. Christophe ne l'a jamais possédée. Le visage de Vincent devint pâle. Tu en es sûr? Je me levai et sortis un dossier de papier du secrétaire, une copie de ceux que j'avais donnés à Antoine Chevalier. Voici l'acte de vente. Voici les déclarations de revenus des 12 dernières années. Je suis la seule propriétaire de la maison. Vincent parcourut les documents, ses sourcils se haussant à chaque page. Héloïse, ça change tout, dit-il enfin. Si Christophe a hypothéqué une propriété qui ne lui appartenait pas, c'est une fraude. Un crime grave. Je me rassis sur le canapé, prise de vertige. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as besoin d'un bon avocat, dit fermement Vincent. Quelqu'un spécialisé en immobilier et en fraude. Je peux te recommander quelques noms. J'ai déjà un avocat, répondis-je. Antoine Chevalier. Il m'a aidé pour l'achat de la maison et prépare maintenant les documents pour clarifier la situation. Vincent hocha la tête. Bien. Chevalier est un bon choix. Mais tu dois agir vite, Héloïse. Si la maison est saisie dans le cadre d'une enquête ou si les prêteurs entament une procédure de saisie, les choses vont se compliquer beaucoup. Après le départ de Vincent, j'appelai immédiatement Antoine Chevalier avec les nouvelles informations. Il confirma ce que je savais déjà. La situation était grave, mais mon titre de propriété devrait être protégé si je pouvais prouver que je n'avais pas autorisé Christophe à entreprendre ses actions. 3 jours plus tard, mon téléphone sonna tard dans la nuit. Le nom de Sylvie s'afficha à l'écran. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle sans saluer, la voix tendue. « Quoi ?» Il y a eu une saisie immobilière chez Christophe à l'instant. La police et des hommes en costume sont là en ce moment. Martine m'a appelé il y a 5 minutes. Elle voit toute sa fenêtre. Je sentis le monde ralentir. Une saisie? Tu veux dire l'avis officiel de saisie de propriété? C'est ça, confirma Sylvie. Martine dit qu'ils ont cloué un papier sur la porte et scellé l'entrée. Christophe leur a crié dessus et Élodie a emmené les enfants dans le jardin. Oh mon Dieu, murmurai-je. Qu'est-ce que je vais faire? Rien, dit fermement Sylvie. Tu n'as pas à le sauver cette fois, Héloïse. C'est un homme adulte qui a commis de graves erreurs. Je savais qu'elle avait raison. Mais cela n'empêchait pas la douleur de se répandre dans ma poitrine. Malgré tout, Christophe était toujours mon fils, et Thibaut et Capucine ne méritaient pas ce chaos. Appelle ton avocat, conseilla Sylvie. Laisse-le s'occuper du côté juridique. Après avoir parlé à Sylvie, j'appelai immédiatement Antoine Chevalier, laissant un message sur son répondeur. Puis j'appelai Thibaut, mais le téléphone était déconnecté. Je laissai un message lui demandant de me rappeler dès qu'il le pourrait et l'assurant que tout irait bien. Je passai la nuit éveillée, fixant le plafond et imaginant les visages confus de mes petits-enfants. Malgré toute la douleur, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter pour eux. Pour Christophe aussi, même si une partie de moi voulait qu'il affronte enfin les conséquences de ses actes. À 2 heures du matin, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était le nom de Christophe sur l'écran. J'hésitais, regardant le téléphone vibrer. Une partie de moi voulait ignorer l'appel,
le laisser éprouver au moins une partie du désespoir que j'avais ressenti quand il m'avait mise à la porte. Mais je ne pouvais pas. Même maintenant, après tout, je ne pouvais pas. Allô, répondis-je, gardant ma voix stable. Maman. La voix de Christophe était brisée, tremblante d'une panique que je n'avais pas entendue depuis qu'il était petit garçon. Maman, j'ai besoin de ton aide. Ils ont saisi la maison. Ils disent que j'ai commis une fraude. Élodie est hystérique. Les enfants ont peur. Je ne sais pas quoi faire. Je fermai les yeux, ressentant un étrange mélange de douleur et de détermination. Que veux-tu que je fasse exactement, Christophe? Je ne sais pas, sa voix s'éteignit. De l'argent? Peux-tu me prêter de l'argent ou parler à quelqu'un? Tu as toujours eu des relations à la banque. Peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose, ou on pourrait rester chez toi jusqu'à ce que les choses se calment. Typique de Christophe, demandant sans rien offrir en retour. Sans même s'excuser pour la façon dont il m'avait traité. Je pris une profonde inspiration. Je crains de ne pas pouvoir t'aider cette fois, Christophe. Quoi? Sa voix passa de suppliante à incrédule en un instant. Que veux-tu dire? Tu es ma mère. Tu dois m'aider. Non, Christophe, dis-je fermement. Je n'ai pas à le faire, et je ne le ferai pas. Pas cette fois. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Où va-t-on aller? Il y avait du désespoir dans sa voix. Maman, s'il te plaît. Si ce n'est pas pour moi, alors pour les enfants. C'était un coup bas, et il le savait. Utiliser mes petits-enfants contre moi. Christophe, dis-je calmement, surprise de ma propre fermeté. Tu te souviens de ce que tu m'as dit le soir où je suis partie? Tu as dit que je n'étais personne dans ta maison et que je devais sortir. J'étais en colère, s'exclama-t-il. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense que si, répliquai-je. Et tu sais quoi? C'est vrai. Je ne suis vraiment personne dans cette maison. Parce que ce n'est pas ta maison, Christophe. Il y eut une longue pause. Que veux-tu dire? Sa voix devint basse, méfiante. La maison m'appartient, dis-je simplement. Elle m'a toujours appartenu. Je l'ai achetée il y a 12 ans et je t'ai laissé croire que tu avais obtenu un prêt immobilier pour préserver ta fierté. Une autre pause, encore plus longue cette fois. Tu mens, dit-il enfin, mais il n'y avait aucune confiance dans sa voix. Tu essaies juste de te venger. Vérifie les papiers, Christophe. Les vrais papiers, pas les faux que tu as dû fabriquer pour obtenir les prêts. La maison au 32 rue des Chênes est enregistrée au nom d'Héloïse Elisabeth Blanchard. Non. Sa respiration s'accéléra. Non, c'est impossible. J'aurais su. Tu n'as su que ce que tu voulais savoir, répondis-je. Comme toujours. Ça veut dire. Sa voix tremblait. Ça veut dire que la maison ne peut pas être confisquée? Ça veut dire qu'on est en sécurité? Je secouai la tête, bien qu'il ne puisse pas le voir. Cela signifie que tu as utilisé une propriété que tu ne possédais pas comme garantie. C'est de la fraude, Christophe, et cela ne fait qu'aggraver ta situation. Oh mon Dieu! Il sembla commencer à s'étouffer. Oh Dieu, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je te crois, dis-je doucement. Mais ça ne change rien à ce que tu as fait. Aide-moi. Sa voix tomba à un murmure. S'il te plaît, maman. Je réparerai tout. Je jure que je changerai. Aide-moi juste cette fois. Je fermai les yeux, sentant les larmes couler sur mes joues. Combien de fois avais-je entendu ces promesses? Combien de fois y avais-je cru? Je ne peux pas te sauver des conséquences de tes actes, Christophe, dis-je. Pas cette fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y avait une vraie peur dans sa voix. Je protégerai ma propriété, répondis-je. Et je veillerai au bien-être de Thibaut et Capucine. Quant à ce qui t'arrive, cela ne dépend que de toi. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix était soudainement en colère. Tu es ma mère. Tu es censé m'aider. Je t'ai aidé toute ta vie, Christophe, dis-je avec lassitude. Et regarde où ça t'a mené. Il est temps que tu apprennes à te débrouiller seul. Je suis ruiné, cria-t-il. Je pourrais aller en prison, et tu me parles de me débrouiller seul. Oui, répondis-je fermement. C'est exactement ce dont je parle. Bon sang, maman. Ne fais pas ça. Sa voix se brisa. S'il te plaît, je t'en supplie. Je sentis mon cœur se déchirer. Malgré tout ce qu'il avait fait,
Il était toujours mon fils. Le garçon que je tenais dans mes bras quand il avait mal. Le garçon dont j'essuyais les larmes. Mais il était aussi l'homme qui m'avait mise à la porte de ma propre maison. Qui m'avait utilisé pendant des années puis m'avait rejeté quand j'avais osé m'opposer. Qui avait accepté des pots de vin, falsifié des documents et vécu au-dessus de ses moyens sans se soucier des conséquences. 10 heures demain matin, dis-je calmement. Mon avocat sera à la maison avec mes titres de propriété. Nous nous y retrouverons et discuterons de la suite. Maman. Bonne nuit, Christophe. Je terminai l'appel, me sentant étrangement calme. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme une marionnette entre les mains de mon fils. Pour la première fois, c'était moi qui tenais les ficelles. Je posai le téléphone sur la table de chevet et fermai les yeux. Demain serait une journée difficile, mais j'y étais prête. Prête à enfin me tenir debout et à exiger le respect que je méritais. Je me réveillai bien avant l'aube après un sommeil agité. Mes pensées tourbillonnaient autour de ma prochaine rencontre avec Christophe. Pendant tant d'années, j'avais gardé le secret sur la maison, espérant que cela maintiendrait la paix dans notre famille. Je réalisais maintenant que ce secret faisait peut-être partie du problème, et non de la solution. Je passai la matinée à me préparer méthodiquement à la confrontation à venir. Je choisis mon meilleur tailleur, gris, austère, avec la broche en perles. Je coiffai mes cheveux plus nettement que d'habitude. Je pris mon petit déjeuner, du pain grillé et du thé, bien qu'une bouchée ait à peine passé ma gorge. À 9h30, Antoine Chevalier appela. « Je serai chez vous dans 10 minutes, Madame Blanchard, » dit-il de sa voix douce et professionnelle. « Êtes-vous prête ? » « Autant que je peux l'être, » répondis-je en regardant mon reflet dans le miroir. Une femme plus âgée, le dos droit et le regard déterminé que je reconnaissais à peine. Quand Antoine et moi arrivâmes devant la maison du 32 rue des Chênes, la première chose que je remarquai fut l'avis officiel de saisie épinglé sur la porte d'entrée. Du ruban de police jaune traversait l'allée. 2 voitures étaient garées sur la pelouse, la vieille berline de Christophe et un SUV que je ne reconnaissais pas. « On dirait que nous avons de la compagnie, » dit Antoine en se garant sur le bas-côté. Nous sortîmes de la voiture et Antoine sortit un dossier de sa mallette. Je restai figé un instant, fixant la maison que j'avais achetée il y a 12 ans. La maison où j'avais été heureuse et malheureuse à la fois. « Prête ? » demanda Antoine. J'acquiesçai et nous nous dirigeâmes vers la porte. Avant que nous puissions sonner, la porte s'ouvrit brusquement. Christophe se tenait sur le seuil, le visage pâle et décharné, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Derrière lui, je vis Élodie assise sur le canapé avec une expression de désespoir total et 2 hommes en costume sombre debout près de la cheminée, l'air officiel. « Maman !» La voix de Christophe était rauque. « Tu es venue ?» J'hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Antoine toussa poliment à côté de moi. « Monsieur Blanchard, mon nom est Antoine Chevalier. Je suis l'avocat de votre mère. Pouvons-nous entrer ? Nous avons des questions juridiques à discuter. » Christophe cligna des yeux comme s'il venait seulement de remarquer Antoine. « Oui, bien sûr. » Il recula, nous laissant entrer. Ce sont les inspecteurs du bureau du procureur. Ils enquêtent sur mon cas. L'un des hommes en costume s'avança. « Agent Donag, bureau du procureur », se présenta-t-il en tendant la main à Antoine. « Et vous êtes Antoine Chevalier, représentant Madame Héloïse Blanchard ?» Antoine serra la main de l'agent. « Qui est la propriétaire légale de cette propriété ?» Il y eut un lourd silence dans la pièce. Élodie leva brusquement les yeux écarquillés. « Que voulez-vous dire ?» demanda le deuxième agent, qui se présenta comme étant Holt. Antoine ouvrit sa mallette et sortit les documents. La maison au 32 rue des Chênes appartient à Madame Héloïse Blanchard depuis qu'elle l'a achetée il y a 12 ans. Voici l'acte de vente, les déclarations de revenus et le titre de propriété. L'agent Donag prit les documents et commença à les parcourir, ses sourcils se haussant à chaque page. « Cela change la situation, » dit-il enfin en se tournant vers Christophe. « Monsieur Blanchard, vous prétendez être le propriétaire de cette maison. » Christophe ouvrit la bouche, puis la referma comme un poisson échoué. Son regard oscillait entre moi, les agents et les documents. « Oui, je pensais en être le propriétaire », réussit-il finalement à articuler. « Maman ne me l'a jamais dit. » Monsieur Blanchard, l'interrompit l'agent Holt. Si vous avez utilisé cette propriété comme garantie pour des prêts sans en être le propriétaire, cela aggrave sérieusement votre situation. Il ne savait pas.
J'entendis ma propre voix, surprise de son calme. Je ne lui ai jamais dit que je possédais la maison. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Madame Blanchard, dit lentement l'agent d'Onag. Confirmez-vous que vous avez acheté cette maison à votre nom, mais que vous avez permis à votre fils de penser que c'était sa propriété? J'acquiesçai. Christophe s'était vu refuser un prêt immobilier 3 fois. J'ai utilisé mes économies pour acheter la maison, mais je l'ai laissé penser que la banque avait finalement approuvé sa demande pour préserver sa fierté. « Oh mon Dieu !» murmura Élodie depuis le canapé. « Et les événements récents ?» demanda l'agent Holt. « Saviez-vous que votre fils utilisait cette maison comme garantie pour des prêts ?» Non, je secouai la tête. Je ne l'ai appris qu'il y a quelques jours, lorsque mon avocat a vérifié le service de la publicité foncière. Les agents se regardèrent. « Monsieur Blanchard, dit l'agent d'Onag en se tournant vers Christophe, il semble que la fraude immobilière s'ajoute maintenant aux accusations de corruption et de pot de vin. » Je ne savais pas, cria Christophe, le visage devenant rouge. Je jure que je pensais que la maison était à moi. Comment aurais-je pu savoir? Antoine s'éclaircit soigneusement la gorge. Messieurs, peut-être devrions-nous nous asseoir et discuter de cette situation plus calmement. Il y a manifestement eu un malentendu ici. Les agents acceptèrent et nous nous installâmes tous dans le salon. Je m'assis dans le fauteuil en face du canapé où étaient assis Christophe et Élodie. Les agents prirent place de chaque côté de moi et Antoine resta debout, agissant comme modérateur de cette étrange réunion. Alors, commença l'agent d'Onag. Mettons les choses au clair. Madame Blanchard est la propriétaire légale de cette maison. Monsieur Blanchard l'a utilisée à son insu comme garantie pour plusieurs prêts. Est-ce une compréhension correcte? Oui, confirma Antoine. Et ma cliente est prête à fournir une déclaration sous serment indiquant qu'elle n'a pas autorisé son fils à faire ces choses et n'en était pas consciente. Tu savais depuis le début? La voix de Christophe était basse, mais remplie de rage. Toutes ces années, tu m'as laissé croire que c'était ma maison. Je le regardais dans les yeux. Oui, Christophe. Je le savais. Pourquoi? Sa voix s'éteignit. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu étais si fier d'avoir enfin obtenu l'approbation de la banque, répondis-je doucement. Tu étais si heureux de penser que tu l'avais obtenu par toi-même. Je ne voulais pas t'enlever ce sentiment. Donc, c'était une imposture. Son visage se tordit de colère. Tout ce temps, tu m'as trompé. Je voulais bien faire, Christophe. Le meilleur. Il bondit sur ses pieds. Tu m'as laissé croire que je possédais la maison, et maintenant que j'ai des ennuis, il s'avère soudain que c'est ta maison. C'est ta façon de te venger? Monsieur Blanchard, intervint l'agent Holt. Veuillez vous asseoir. Christophe se laissa retomber sur le canapé, son corps vibrant de tension. Madame Blanchard, poursuivit l'agent d'Onag. Quelles sont vos intentions concernant cette propriété? Je regardai Antoine, qui hocha la tête de manière encourageante. Je veux garder ma propriété, dis-je fermement. Mais je veux aussi m'assurer que mes petits-enfants ne se retrouvent pas à la rue. Je vois. L'agent hocha la tête. Dans ce cas, la saisie sur cette maison devrait être levée, car la propriété n'appartient pas au sujet de l'enquête. Parfait. Élodie intervint pour la première fois de toute la réunion. Alors nous pouvons rester ici. Je me tournai vers elle, sentant la colère qui montait en moi depuis des années. Dans ma maison, Élodie? Dans la maison d'une femme que tu as harcelée pendant des années, que tu as traitée comme une servante, que tu as mise à la porte il y a un mois. Son visage devint pâle. Nous ne savions pas que c'était à vous. Et si vous l'aviez su, m'auriez-vous traité différemment? Demandai-je, surprise de ma propre franchise. Le respect dépend-il de qui possède les murs? Élodie baissa les yeux, incapable de trouver une réponse. Maman. Christophe s'avança, son ton soudainement doux, suppliant. Je comprends que tu sois contrarié. J'ai eu tort de te dire de partir. Je suis désolé pour ça. Mais ce n'est pas le moment pour une querelle de famille. Nous pourrions tout perdre. Je pourrais aller en prison. S'il te plaît, aide-nous. Je le regardai, cet homme adulte qui redevenait soudain un garçon effrayé face aux ennuis. Une partie de moi voulait le serrer dans ses bras, le protéger comme je l'avais toujours fait. Mais l'autre partie, la plus forte, savait que cela devait cesser. Je t'aiderai, Christophe, dis-je calmement. Mais pas de la même manière qu'avant.
Pas en fermant les yeux sur tes erreurs. Pas en résolvant tes problèmes à ta place. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix tremblait. Ça veut dire que tu affronteras les conséquences de tes actes. Si tu as accepté des pots de vin, si tu as falsifié des documents, tu en répondras. Je n'interférerai pas avec l'enquête. Mais la maison m'appartient, dis-je fermement. Et à partir de maintenant, tout le monde le saura. Christophe se pencha en arrière contre le canapé, son visage tordu par la douleur et la colère. C'est de ça qu'il s'agit? Tu montres enfin ton vrai visage? Tu as fait semblant d'être une mère attentionnée tout ce temps, mais tu attendais ta vengeance. Ne sois pas ridicule, intervint Élodie, à ma grande surprise. Ta mère a dépensé les économies de toute une vie pour nous acheter une maison. Elle nous a laissé y vivre gratuitement pendant 12 ans. Comment peux-tu l'accuser de vengeance? Christophe se tourna vers sa femme, choqué par son soutien soudain en ma faveur. De quel côté es-tu? Du côté du bon sens, répondit Élodie avec lassitude. Pour la première fois depuis longtemps. Les agents se regardèrent, clairement mal à l'aise au milieu de ce drame familial. Peut-être devrions-nous laisser la famille parler en privé, suggéra l'agent Donag en se levant. Madame Blanchard, nous vous contacterons pour discuter plus en détail de vos problèmes de propriété. Monsieur Blanchard, vous devez vous présenter au bureau du procureur à 10 heures demain matin pour la suite de la procédure. Les agents partirent, nous laissant dans un silence lourd. Antoine me lança un regard interrogateur, et j'acquiesçai, lui faisant savoir que je pouvais gérer la situation. Je vous attendrai dans la voiture, Madame Blanchard, dit-il en saluant poliment toutes les personnes présentes. Quand la porte se referma derrière Antoine, un silence encore plus profond s'installa. Je regardais autour de moi dans le salon, les murs familiers, les tableaux, les meubles, tout si familier et pourtant si étranger en même temps. Où sont les enfants? Demandai-je finalement. Chez ma mère, répondit Élodie. Nous les avons envoyés là-bas hier après que les agents soient venus. J'acquiesçai, reconnaissante que Thibaut et Capucine n'aient pas été témoins de la scène. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Christophe, sa voix sonnant creuse, éteinte. Avec la maison, précisai-je. Avec tout, il écarta les mains. Avec la maison, avec nous, avec moi. Je pris une profonde inspiration. La maison restera mienne, comme elle a toujours été. Quant à vous, cela dépend de nombreux facteurs. Tu vas nous mettre à la porte? Demanda brutalement Élodie. Je la regardai. Cette femme qui m'avait méprisée pendant des années, qui avait transformé ma chambre d'amis en placard dès que j'étais partie, qui avait dit aux enfants de m'appeler Madame Blanchard au lieu de mamie jusqu'à ce que j'insiste. Je n'ai pas encore décidé, répondis-je honnêtement. Mais si vous restez, les choses seront différentes. Vous paierez un loyer. Le loyer du marché. Un loyer, s'exclama Christophe. Tu vas faire payer ton propre fils. Pourquoi pas, répliquai-je. Tu prends de l'argent à ta propre mère depuis des années. Tu te souviens de ces 20 000 € que je t'ai donnés l'année dernière pour la voiture familiale? Celle qui s'est transformée en voiture de sport juste pour toi? Christophe détourna le regard, incapable de soutenir mon regard. C'est différent. Pourquoi? Demandai-je. Parce que tu es mon fils et que je ne suis que ta mère, qui doit tout sacrifier pour toi sans rien attendre en retour. Tu ne comprends pas, marmonna-t-il. J'ai des ennuis. De gros ennuis. Je comprends parfaitement, répondis-je. Et tu sais quoi? Je comprends aussi que si je te sauve encore, si je prends en charge tous tes problèmes, rien ne changera. Tu n'apprendras jamais à assumer la responsabilité de tes actes. Alors c'est ça, la leçon. Sa voix se remplit de nouveau de colère. Tu utilises mes malheurs pour me donner une leçon. Non, Christophe. Ce n'est pas une leçon. C'est la réalité. Une réalité à laquelle nous allons tous devoir faire face. Élodie se leva soudainement et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue. Nous pourrions déménager, dit-elle doucement. Trouver un appartement plus petit. Recommencer à zéro. Christophe la dévisagea comme si elle avait parlé une langue étrangère. Déménager de notre maison. De la maison de ta mère, corrigea-t-elle sans se retourner. Une maison qui n'a jamais été la nôtre. Tu es contre moi, toi aussi. Sa voix tremblait. D'abord maman, maintenant toi. Élodie se retourna, le visage étrangement calme. Je suis fatiguée, Christophe. Fatiguée de mentir, de faire semblant,
de vivre au-dessus de nos moyens. C'est peut-être une chance de changer tout ça. Je la regardais avec étonnement. Jamais auparavant je n'avais vu une telle sincérité, une telle humanité chez Élodie. Christophe déplaça son regard d'Élodie à moi, puis de nouveau à elle. Vous êtes de mèche toutes les deux, n'est-ce pas? Sa voix s'éleva. Vous êtes toutes les deux déterminées à me détruire. Ne sois pas ridicule, ricana Élodie. Nous n'avons pas comploté, mais pour la première fois peut-être, nous voyons toutes les deux la situation clairement. Christophe bondit sur ses pieds, le visage tordu de rage. C'est une trahison. Il pointa un doigt tremblant vers moi. Tu es ma mère. Tu es censé me soutenir, pas me jeter à la rue quand j'ai des ennuis. Je t'ai soutenu toute ta vie, Christophe, répondis-je calmement. Et où en sommes-nous arrivés? Tu es endetté jusqu'au cou, sous le coup d'une enquête, probablement en route pour la prison. Il est peut-être temps d'adopter une approche différente. Quelle approche? Cracha-t-il. M'abandonner à mon sort. Non, je secouai la tête. Te laisser régler tes propres problèmes comme un adulte. Il me fixa pendant une longue minute, la poitrine haletante. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, dit-il finalement doucement. Jamais. Les mots me frappèrent au cœur, mais je ne le montrai pas. Peut-être, répondis-je. Mais j'espère qu'un jour, tu comprendras. Je me levai, sentant que la conversation était terminée. Au moins pour aujourd'hui. Je vous contacterai par l'intermédiaire de mon avocat concernant les prochaines étapes, dis-je en me dirigeant vers la porte. En attendant, je pense que vous avez tous les deux besoin de temps pour réfléchir. Je jetai un dernier regard autour de moi. Christophe se tenait au milieu du salon, les épaules affaissées, son visage un mélange de colère et de désespoir. Élodie regardait de nouveau par la fenêtre, son profil pensif, presque paisible. En sortant, je me sentis étrangement soulagé, comme si le poids lourd que j'avais porté pendant des années avait finalement été levé de mes épaules. Bien sûr, de nombreux défis m'attendaient encore. Mais à ce moment-là, en marchant vers la voiture où Antoine attendait, je me sentis plus libre que je ne l'avais été depuis 12 ans. « Comment ça s'est passé ?» demanda Antoine alors que je montais sur le siège passager. « Difficile, répondis-je honnêtement. Mais nécessaire. » Il hocha la tête avec compréhension. « Que voulez-vous faire ensuite, Madame Blanchard ?» Je regardais la maison, ma maison, pensant à toutes les possibilités qui s'offraient maintenant à moi. « Je veux aller de l'avant, dis-je. Enfin aller de l'avant. » 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau d'Antoine Chevalier, parcourant les documents qu'il avait préparés. Le bail, l'avis formel de propriété, la lettre exigeant le paiement des arriérés, tous les documents avaient été rédigés avec une précision juridique impeccable. « Est-ce que tout va bien, Madame Blanchard ?» demanda Antoine, remarquant que je m'attardais sur la page avec le calcul du loyer. « Oui, répondis-je, bien que le montant, 2300 € par mois, me fasse un peu grincer des dents. Est-ce vraiment le prix du marché? Un peu plus bas, acquiesça Antoine. Compte tenu de la taille de la maison et du quartier, nous aurions pu demander 3000, mais j'ai pensé que dans les circonstances. Non, vous avez raison. Je signai le document d'un mouvement décidé. Le prix du marché doit être le prix du marché. Antoine hocha la tête avec approbation. Quand voulez-vous rencontrer votre fils et sa femme? Demain. Je croisai les mains sur mes genoux. Le plus tôt sera le mieux. Dans ce cas, je les appellerai pour fixer un rendez-vous ici, au bureau. Cela créera un terrain neutre. J'acceptai. Même si une partie de moi voulait tenir la réunion dans la maison, ma maison, pour affirmer symboliquement ma propriété. Mais Antoine avait raison. Le bureau offrirait une atmosphère plus professionnelle, moins émotionnelle. Le soir, Sylvie appela. Alors, le grand jour, c'est demain. Il y avait de l'excitation dans sa voix. Oui, répondis-je en m'installant dans un fauteuil avec une tasse de thé. Demain, je proposerai officiellement à Christophe et Élodie un choix. Payer le loyer ou déménager. Et que penses-tu qu'ils choisiront? Je réfléchis, me souvenant du regard d'Élodie à la fenêtre, de son acceptation soudaine de la réalité. Honnêtement, je ne sais pas. Christophe est trop fier pour me payer un loyer, mais qu'Élodie est plus pragmatique. Et avec Christophe poursuivi en justice et suspendu de ses fonctions. Je soupirai. Je doute qu'il puisse se permettre quoi que ce soit de comparable à ma maison. Ta maison, répéta Sylvie avec satisfaction. C'est si bon de t'entendre enfin dire ça. Je souris,
levant la tasse à mes lèvres. Oui, ma maison. C'est étrange, n'est-ce pas? Depuis 12 ans, elle est à moi, mais ce n'est que maintenant que je commence à le sentir. Et les enfants? Demanda Sylvie. Tu leur as parlé? Thibaut. Je sentis ma voix s'adoucir à la mention de mon petit-fils. Il a appelé hier. Ils sont revenus de chez la mère d'Élodie et il a été autorisé à utiliser le téléphone. Autorisé? Ricana Sylvie. Comme si parler à sa grand-mère était un privilège, pas un droit. C'est la manière d'Élodie. Je haussai les épaules, bien que Sylvie ne puisse pas le voir. Quoi qu'il en soit, Thibaut a dit que je lui manquais. Je lui ai promis de le voir bientôt, peu importe ce que ses parents décideraient. Et Capucine? Je ne sais pas, admis-je avec une légère tristesse. Elle a toujours été plus proche d'Élodie. J'ai peur que ma petite fille ait déjà absorbé l'attitude de sa mère envers moi. Les enfants sont plus intelligents que nous ne le pensons, me réconforta Sylvie. Laisse-lui du temps. Le lendemain, je mis mon meilleur tailleur, bleu marine avec des boutons argentés, et me dirigeai vers le bureau d'Antoine Chevalier. J'arrivai avec 15 minutes d'avance pour rassembler mes pensées. Antoine m'accueillit dans la salle de réception, aussi impeccablement habillé et calme que toujours. Ils sont là, dit-il doucement. Ils sont même arrivés avant vous. J'acquiesçai, sentant mon cœur commencer à battre plus vite. Malgré ma résolution, la perspective d'une autre confrontation avec Christophe me rendait nerveuse. « Êtes-vous prête ?» demanda Antoine. « Oui, » je redressai les épaules. « Je suis prête. » Quand nous entrâmes dans la salle de conférence, je remarquai tout de suite à quel point Christophe avait changé ces derniers jours. Sa chemise habituellement parfaitement repassée était froissée, des cernes sous les yeux et une barbe de 3 jours. Élodie, en revanche, avait l'air concentrée et déterminée, bien que fatiguée. « Maman !» dit Christophe en se levant. Sa voix était un mélange d'amertume et d'espoir. Christophe, Élodie, je leur fis un signe de tête à tous les deux, prenant place en face d'eux. Antoine s'assit à côté de moi et ouvrit le dossier. Merci à tous d'être arrivés à l'heure. Comme vous le savez, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la propriété de la maison au 32 rue des Chênes et de la manière de procéder. Nous savons que la maison appartient à maman, interrompit Christophe, la voilâce. Il n'est pas nécessaire de nous l'expliquer à nouveau. Très bien, poursuivit Antoine nonchalamment. Dans ce cas, allons droit au but. Madame Blanchard, en tant que propriétaire légale de la propriété, vous offre 2 options. Il sortit les papiers et les posa sur la table. 1. Vous pouvez rester dans la maison en signant un bail formel avec un paiement mensuel de 2300 €, ce qui correspond au prix du marché pour ce type de bien dans votre quartier. 2. Vous pouvez quitter les lieux dans les 30 jours suivant la signature de l'accord. Élodie prit les documents et commença à les lire pendant que Christophe restait assis, les bras croisés sur la poitrine et une expression d'entêtement assourdissant sur le visage. 2 options et demie, dis-je soudainement. Antoine se tourna vers moi, surpris. Madame Blanchard. Il y a une autre demi-option. Je regardai directement Christophe. Si vous décidez de déménager, je serai prête à aider avec l'acompte pour un nouveau logement. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Ce n'était pas prévu, mais je me disais que c'était un compromis équitable. Après tout, je ne voulais pas laisser mes petits-enfants sans abri. Élodie leva les yeux des papiers, et je vis une lueur de gratitude dans son regard. C'est une offre généreuse, dit-elle prudemment. Généreuse, ricana Christophe. Elle nous met à la porte de notre maison et appelle ça généreux. Ce n'est pas votre maison, monsieur Blanchard, lui rappela doucement Antoine. Ça ne l'a jamais été. J'ai élevé mes enfants là-bas, Christophe frappa du poing sur la table. 12 ans. Pendant 12 ans, cette maison a été notre foyer. Par la grâce de votre mère, dit Élodie sans lever les yeux des papiers, qui nous a laissé y vivre gratuitement pendant tout ce temps. Christophe fixa sa femme, ne s'attendant clairement pas à une telle trahison. De quel côté es-tu? Du côté de la réalité, Christophe, répondit Élodie avec lassitude. Ta mère possède la maison. Elle a le droit d'exiger un loyer ou de nous demander de déménager. Je regardai Élodie avec un nouveau respect. Ces derniers jours, elle semblait avoir subi une transformation, passant d'une belle fille arrogante à une femme réaliste et pragmatique. Avez-vous besoin de temps pour réfléchir à vos options? Demanda Antoine. Élodie et Christophe échangèrent un regard. Non, dit Élodie après une pause.
Je pense que nous savons déjà ce que nous devons faire. Elle reposa les papiers sur la table et se tourna vers moi. Nous déménageons, dit-elle simplement. Dans les 30 jours, comme indiqué dans l'accord. Christophe tressaillit, mais ne s'y opposa pas. Ses épaules s'affaissèrent comme s'il avait finalement abandonné. En êtes-vous sûr ? Demanda Antoine. Vous devriez peut-être en discuter en privé. Nous l'avons déjà fait, répondit Élodie. La nuit dernière, après l'audience de Christophe. Je regardai mon fils d'un air interrogateur. Sursis avec mise à l'épreuve, marmonna-t-il sans lever les yeux. 2 ans et une amende. Une grosse amende. Je suis désolé, dis-je. Et c'était vrai. Malgré tout ce qui s'était passé, je ne voulais pas que mon fils souffre. Tu n'as pas à être désolée, maman. La voix de Christophe était creuse. Tu avais raison. J'ai créé cette situation moi-même. Élodie lui serra la main. On recommencera à zéro, dit-elle avec une tendresse inattendue. On trouvera un appartement plus petit. Je retournerai travailler à plein temps à la compagnie d'assurance. On s'en sortira. Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pour la première fois de ma vie peut-être, Christophe et Élodie agissaient comme une vraie famille, se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Et mon offre d'aider avec la compte, demandai-je. Élodie ouvrit la bouche pour répondre, mais Christophe la devança. Non, merci, dit-il doucement mais fermement. On se débrouillera seul. J'acquiesçai, réalisant que c'était une question de fierté, le dernier bastion qu'il pouvait défendre. Et les enfants, demandai-je, passant à ce qui me préoccupait le plus. J'aimerais continuer à les voir. Christophe et Élodie échangèrent un autre regard. Bien sûr, dit Élodie après une pause. Il t'adore, surtout Thibaut. Merci. Je sentis la tension se relâcher un peu. Antoine toussa. Dans ce cas, signons l'accord de départ. Il sortit un document, et Christophe et Élodie le signèrent à tour de rôle. Quand le papier m'arriva, je tins mon stylo au-dessus de la ligne de signature pendant un moment. Il y a autre chose que j'aimerais clarifier, dis-je en les regardant tous les deux. Il ne s'agit pas de la maison, mais de notre relation. Ils me regardèrent, attendant. Beaucoup de choses changeront après votre déménagement, dis-je lentement, choisissant mes mots avec soin. Je ne serai plus votre baby-sitter. Je ne serai plus votre femme de ménage ni votre cuisinière, et je ne serai plus votre fond d'urgence. Christophe pinça les lèvres, mais ne s'y opposa pas. Je suis toujours votre mère et la grand-mère de vos enfants, continuai-je. Et je vous aimerai toujours. Mais je ne me laisserai plus utiliser ni prendre pour acquise. C'est tout à fait juste, dit soudain Élodie. Nous avons eu tort de vous traiter comme nous l'avons fait. Je la regardai, surprise. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'ai jamais entendue de sa part. Merci, Élodie, dis-je sincèrement. Cuthbert resta silencieux, le visage impénétrable. Je signai le document et le tendis à Antoine. Qu'est-ce que tu vas faire de la maison ? Demanda soudain Christophe. Après notre départ. J'hésitai un instant. C'était une bonne question, que je me posais depuis quelques jours. Je n'ai pas encore décidé, répondis-je honnêtement. Peut-être que je la louerai, peut-être que je la vendrai, ou peut-être que je reviendrai y vivre moi-même. Tu ne reviens pas chez nous, n'est-ce pas ? Il y avait un étrange mélange de soulagement et de regret dans sa voix. Non, Christophe. Je secouai la tête. Je ne reviens pas chez vous. Ce fut la fin de notre réunion. Nous sortîmes tous les trois du bureau d'Antoine Chevalier, nous disant maladroitement au revoir sur le trottoir. Nous te ferons savoir quand nous aurons trouvé un nouvel endroit, dit Élodie. Et pour les enfants, peut-être que tu pourrais les prendre pour le week-end pendant que nous faisons les cartons. J'adorerais. Je ne pouvais cacher la joie dans ma voix. Christophe se tenait silencieux, regardant par-dessus mon épaule. Alors qu'Élodie se dirigeait vers leur voiture, il parla enfin. Je suis toujours en colère contre toi, dit-il doucement. Pour avoir caché la vérité sur la maison, pour ne pas m'avoir sauvé cette fois. Je sais, répondis-je. Et je suis désolé que tu te sens trahi. Mais un jour, peut-être, tu réaliseras que parfois, la plus grande aide est de laisser une personne faire face aux conséquences de ses actes. Il ricana mais ne discuta pas. Au revoir, maman, dit-il en se tournant pour partir. À bientôt, Christophe, corrigeai-je. Pas au revoir.
Il ne répondit pas, se contenta de marcher vers la voiture où Élodie attendait. Je l'ai regardé s'éloigner, ressentant un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Quelque chose était terminé aujourd'hui. Pas seulement 12 ans de mensonges sur la maison, mais des décennies de relations malsaines où j'avais toujours donné plus que je n'avais reçu. De retour dans mon appartement, je remarquai immédiatement la lumière clignotante de mon répondeur. 5 messages, tous de Christophe, laissés la nuit dernière. Je ne pris pas la peine de les écouter. À la place, je les supprimai un par un, libérant ma mémoire et mon esprit pour de nouvelles entreprises.